Ok, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la philosophie d'Aristote. Donc Aristote, vous le connaissez certainement de nom, c'était un grand philosophe de l'Antiquité grecque qui est né à Stagire. Stagire, c'était en Macédoine, et il est né en moins 384. Donc un petit peu après Platon, une quarantaine d'années après Platon, et on va voir que c'est assez important puisque Aristote a lui-même été l'élève de Platon. Juste pour faire un tout petit peu son histoire personnelle, Aristote il est issu d'une famille qui était assez noble, puisqu'il est le fils de Nicomaque, et Nicomaque c'était le médecin du roi de Macédoine. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, il n'est pas issu d'une famille assez modeste, il était quand même déjà un petit peu haut placé. Alors à l'âge de 17 ans, il part étudier à l'Académie de Platon, donc l'Académie c'était vraiment le lieu de savoir dans lequel Platon il enseignait ses idées, et ça c'est assez important parce que généralement, justement dans les deux grands philosophes antiques, Platon et Aristote, eh bien on oppose un petit peu leurs deux systèmes, en montrant que d'un côté, Platon est plus du côté des idées, sa théorie vraiment à Platon, c'est la théorie des idées, alors que Aristote a un côté plus empirique, c'est-à-dire plus proche de l'observation du monde physique. Alors, c'est un petit peu simplifié parce que les deux systèmes ont des différences, mais ne sont pas non plus si opposés, mais c'est bien déjà pour essayer de placer les deux grands philosophes de l'Antiquité, Platon et Aristote. Platon, il est plus du côté des idées, et Aristote, lui, il est plus du côté de l'empirisme, il est plus du côté de la physique, du monde vraiment physique, du concret en quelque sorte. D'ailleurs, vous voyez sur le tableau là, l'école d'Athènes de Raphaël, dans lequel il y a un petit peu tous les philosophes de l'Antiquité, et puis il y a même un petit peu plus loin de la Renaissance qui sont présents. Eh bien, on a à gauche Platon, ici, et Platon, il a le doigt qui est tourné vers le haut, pour montrer en quelque sorte que Platon, eh bien, ce qui l'intéresse, c'est le monde des idées. Alors que Aristote, lui, qui est à droite là, eh bien, lui, il a sa main qui est davantage tournée vers le sol pour montrer que Aristote, lui, ce qui l'intéresse, c'est davantage le concret. Bon, encore une fois, c'est un petit peu simplifié, mais ça permet de bien distinguer les deux grands philosophes de l'Antiquité. Alors, ceci étant dit, une fois qu'Aristote il est passé par cette académie de Platon, il a vécu sa propre vie, et puis il a surtout été le tuteur d'Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, vraiment un très très grand empereur, qui a été en Égypte, qui a conquis une grande partie de l'Asie. Bref, c'est vraiment un empereur assez important dans l'histoire, et Aristote, ça a été son tuteur. Donc tout le monde ne peut pas dire qu'il a eu Aristote comme tuteur, et son rôle, c'était de lui inculquer plein de choses, de lui apprendre la politique, de lui apprendre les sciences, de lui apprendre la métaphysique. Métaphysique d'ailleurs, c'est un terme que l'on doit à Aristote, puisque dans ses livres, eh bien, il y avait la physique, et après la physique, il y a un tome dans lequel il y avait pas mal d'écrits. Et en fait, celui qui a fait la collecte des écrits d'Aristote, ne sachant pas véritablement quel nom lui donner, eh bien, a appelé ça la métaphysique, c'est-à-dire ce qui arrive après la physique, et on a gardé le nom. Donc après ce petit épisode, Aristote retourna à Athènes pour fonder sa propre école, qui est le lycée. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que aussi bien l'Académie de Platon que le lycée d'Aristote, on continue aujourd'hui d'utiliser encore ces termes. L'Académie précisément pour tout ce qui est académique, et le lycée pour l'enseignement secondaire en France, eh bien, on continue d'utiliser ce terme, ce qui est assez intéressant puisque maintenant ils ont près de 2500 ans. Et dernière petite anecdote concernant la vie d'Aristote, dans cette académie, Aristote, il enseignait en marchant, puisque quand on marche, ça permet d'avoir des idées, etc. Et puis c'est assez ludique comme enseignement. Et donc ceux qui le suivaient, puisque eux aussi marchaient, eh bien on les appelait les péripatéticiens. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, plus souvent on l'utilise avec le féminin, c'est-à-dire péripatéticienne, je vous invite à regarder et essayer de trouver le lien entre ce mot tel qu'il était utilisé à l'époque d'Aristote et maintenant. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé, vous allez voir, c'est assez marrant. Bon, ensuite, passé sa vie, on va s'intéresser à deux de ses principaux concepts, qui sont sa théorie des 4 causes. Et puis, un petit peu plus tard, on s'intéressera aussi à sa philosophie éthique. Donc pour commencer tout de suite avec sa théorie des 4 causes, parce que c'est vraiment très très important, et c'est assez central dans toute sa philosophie, on va voir quelles sont précisément ces 4 causes. Parce que pour Aristote, n'importe quelle chose peut s'expliquer à partir de 4 causes. Alors, vous allez voir, ces 4 causes, aujourd'hui on considérerait qu'il y a en quelque sorte des causes et des buts, mais dans le vocabulaire d'Aristote, on considère que c'est 4 causes. Bon, pour arrêter de tourner un petit peu autour du pot, ces 4 causes, ce sont la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Alors, on va les passer une par une en revue, et pour bien comprendre, pour bien que ça soit clair, eh bien, on va prendre l'exemple d'une table. On a notre table, vous voyez une table sur laquelle on mange, et on va voir
chacune des causes en fait qui permet de définir, qui permet d'expliquer comment une table elle est faite et quels sont ses buts. Donc la cause matérielle, c'est ce dont est fait une chose. Là, notre table, de quoi elle est faite? On peut dire qu'elle est faite de bois, elle est faite de plastique, etc. Bon, pour cette table en particulier, on va dire qu'elle est faite de bois. Vous voyez, c'est vraiment une table très solide. Et donc notre cause matérielle, c'est le bois. C'est ce dont la table est faite. Après, on prendra un autre exemple pour voir comment ça peut s'appliquer à d'autres choses qu'une table, parce qu'une table, bon, c'est un petit peu basique, mais comme ça permet de bien avoir quelque chose de concret. Ensuite, la cause formelle, bon, eh bien, c'est dans le nom, il y a la forme. C'est-à-dire qu'une table, il y a une sorte de plateau, et puis on peut imaginer qu'il y a plusieurs pieds. On va dire 4 pieds pour faire simple. Donc notre cause formelle, c'est la forme de la table. Ici, on va dire que notre table, elle est faite comme ça, et pour faire une petite perspective, on peut imaginer qu'elle est comme ça. Vous voyez, c'est le design, le plan de la table, ce qui fait que la table a cette apparence et qui permet en quelque sorte, comme si c'était un moule, vous voyez, on a notre bois, et bien le bois, il rentre dans le moule qui prend la forme de la table. Ensuite, on a la cause efficiente. La cause efficiente, c'est ce qui engendre le changement, c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'une table peut devenir une table. Ici, qu'est-ce qui fait qu'une table, elle peut devenir une table? C'est celui qui va faire la table, c'est-à-dire ici, c'est le charpentier. On a donc notre charpentier, ou notre charpentière, c'est ce qui va permettre d'assembler en fait la matière qui est la cause matérielle et la forme de la cause formelle. S'il n'y a aucune cause en fait qui va réunir les deux, qui va réunir la matière et la forme, eh bien les deux restent indépendantes et on ne peut pas avoir une table. Ici justement la cause efficiente, c'est ce qui rassemble les deux et qui fait qu'une table peut devenir une table. Et enfin, la cause finale, c'est le but. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, là ici, dans le vocabulaire d'Aristote, c'est une cause. On pourrait considérer que c'est davantage un but qu'une cause. Mais voilà, ici c'est une cause. Donc c'est le but, c'est la raison d'être de la table. Quel est le but de la table? Eh bien, on peut dire que c'est fait pour manger, c'est fait pour faire ses devoirs, c'est fait pour faire n'importe quoi, mais la table doit avoir un but. Et ça, c'est assez intéressant parce que, bon, à la limite, on pourrait faire une autre vidéo entièrement sur ce sujet, parce que ces deux causes en particulier, les deux dernières, la cause efficiente et la cause finale, elles ont eu une grande influence en théologie, parce que lorsque l'on se place dans le système d'Aristote, et qu'on considère que toute chose doit avoir 4 causes, eh bien, ça nous amène à considérer d'autres choses que des choses aussi simples que des tables. Et par exemple, à se considérer soi-même, voire l'univers tout entier. Et donc, si on considère que l'univers tout entier doit aussi avoir une cause efficiente et doit avoir une cause finale, eh bien, ça nous amène à penser la nécessité d'un créateur et d'un but à la création. Et donc tout ça, toute cette logique, je rentre pas trop dans le sujet parce que, encore une fois, voilà, on pourrait faire une vidéo entièrement sur ce sujet, mais ça a une grande influence en théologie et en particulier dans la théologie chrétienne au Moyen-Âge, et même pas que, puisque justement, dans l'âge d'or de l'islam, ce sont aussi des raisonnements qui vont être repris. Voilà, je le dis simplement en passant, mais sachez que cette cause efficiente et cette cause finale, eh bien, elles ont aussi eu une influence qui est assez forte en théologie. Puisque si on se place dans le système aristotélicien, eh bien on peut considérer que nécessairement il doit y avoir une cause efficiente à l'univers, c'est-à-dire Dieu, et puis qu'il doit y avoir une cause finale à l'univers et puis à ses créations, donc dans ses créations l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit avoir un but, doit avoir une destinée. Il doit y avoir une façon particulière d'être un bon homme, c'est-à-dire d'être un bon être humain, et qu'on ne peut pas simplement inventer en quelque sorte sa propre vie, sa propre morale. Et ça s'opposera fortement à un autre système moral qui sera l'existentialisme, en particulier l'existentialisme athée du XXe siècle, comme le développera Sartre en particulier. Mais donc voilà, ce sont d'autres choses, mais sachez que les 4 causes d'Aristote, eh bien, elles ont eu beaucoup d'influence. Alors là, on a pris l'exemple de la table, juste pour en prendre un deuxième, pour bien comprendre. Si on prend une voiture, eh bien, on pourrait considérer que la cause matérielle, c'est tout ce qui compose la voiture, c'est-à-dire le métal, par exemple. Pour faire simple, on va dire que c'est une voiture entièrement faite de métal. La cause formelle, eh bien, c'est la forme de la voiture. Donc on va prendre une voiture très simple, toujours m'étalant de dessinateur. La cause efficiente, ça va être l'usine qui va créer la voiture. Et puis la cause finale, c'est le but de la voiture. Donc on va dire conduire une voiture pour aller d'une destination à une autre. Vous voyez, donc je vous invite à essayer de trouver justement un petit peu les 4 causes pour différentes choses. Là, si vous avez des choses devant vous sur votre bureau, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, peu importe, essayez de trouver justement quelles peuvent être les 4 causes pour différents objets. Comme ça permet de bien comprendre ce dont parle Aristote. Alors, maintenant qu'on s'est intéressé aux 4 causes, on va passer à un autre versant de la philosophie d'Aristote, qui est sa philosophie éthique.
Donc, la philosophie éthique. Alors, parfois on fait la distinction entre éthique et morale. En réalité, il n'y en a pas véritablement, puisque morale, c'est simplement en fait la traduction latine de éthique. Donc, à l'origine, les deux termes sont identiques. Il y a une petite bifurcation qui s'est faite, on va dire, un peu plus tardivement, mais les concepts sont grosso modo les mêmes. Donc, le premier truc à savoir, c'est que la philosophie éthique d'Aristote, c'est une philosophie qui a pour recherche, qui a pour but le bonheur. Pour Aristote, le but de la vie, c'est donc le bonheur. Et c'est pour ça que c'est une philosophie que l'on appelle eudémonique. Eudémonique, attention, c'est pas la même chose que hédonisme. Les deux, effectivement, ça concerne des philosophies éthiques. Simplement, l'hédonisme, c'est une philosophie qui considère que le bonheur peut être acquis par la recherche du plaisir. C'est notamment ce qui est recherché par Épicure avec l'épicurisme. Aristote, le démonisme, ne dit pas nécessairement que le bonheur doit être recherché par le plaisir. Simplement, il dit que le but de la vie, c'est le bonheur. Le bonheur, ou donc vraiment le démonia, c'est-à-dire le but ultime. En fait, peu importe ce que l'on fait, au final, on le fait pour être heureux. Vous voyez, par exemple, on pourrait dire, le but dans ma vie, c'est d'avoir un bon travail. Et là, on pourrait dire, ok, mais pourquoi est-ce que tu veux un bon travail ? En fait, je veux un bon travail pour être heureux. De la même manière, pour une autre personne, on pourrait dire, le but de ma vie, c'est d'avoir une famille. Ok, mais pourquoi est-ce que tu veux une famille ? Eh bien, je veux une famille pour être heureux. Et au final, peu importe la façon dont on tourne la question, on se rend compte que, effectivement, peut-être que le but de la vie, c'est toujours d'être heureux. Vous voyez, on a différentes façons d'arriver à ce bonheur, on a différentes conceptions de la vie pour arriver au bonheur, mais au final, derrière ces conceptions, eh bien, il y a toujours le bonheur qui se cache. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, très bien, mais quel mode de vie privilégier ? Est-ce qu'il vaut mieux être un brigand, ou alors est-ce qu'il vaut mieux être un homme vertueux ? Bon, vous vous en doutez, pour Aristote, il vaut mieux être un homme vertueux, parce que, eh bien, c'est par la vertu que l'on peut accéder au bonheur. Mais alors, comment est-ce que l'on est vertueux ? Eh bien, pour Aristote, il y a un concept qui est vraiment très très important dans sa conception de la vertu, c'est la doctrine du juste milieu. Vous voyez, en fait, ça c'est vraiment très très important. Pour Aristote, la vertu, c'est un entraînement, c'est une pratique, on ne peut pas simplement envoyer... Il y a une citation très très connue, d'ailleurs, on ne sait pas souvent en fait quand on l'emploie qu'elle est d'Aristote, il dit « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Parce que, vous voyez, en fait, ce n'est pas simplement un acte vertueux qui va nous permettre de devenir vertueux immédiatement, c'est que c'est à force d'entraînement que l'on devient une personne vertueuse. Et alors, comment est-ce qu'on devient une personne vertueuse ? Eh bien, en s'entraînant à trouver le juste milieu entre des extrêmes. Alors, l'exemple le plus souvent pris, et à juste titre parce que c'est un exemple qui est assez parlant, c'est le courage. Vous voyez, le courage, c'est une vertu qui se trouve entre deux extrêmes. Donc, on va faire une petite frise. D'un côté, on a le trop peu, c'est-à-dire la lâcheté, et de l'autre, on a le trop. L'extrême, on va dire, positif, la témérité. Témérité. Et entre ces deux-là, on a le courage. Alors, le courage, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le juste milieu, c'est pas nécessairement, on va dire, un milieu arithmétique qui se situerait à égale distance entre la lâcheté et la témérité. Parfois, il faut savoir, justement, prendre en considération les circonstances et faire usage de son jugement, c'est-à-dire vraiment faire usage de phronésis pour Aristote, et savoir où placer le curseur. Parfois le courage, il se situera un petit peu plus du côté de la lâcheté, parfois un petit peu plus de la témérité, mais ça varie. Vous voyez, en fait, justement, tout le travail, tout le but de cet entraînement, c'est de savoir, dans des circonstances particulières, comment, en fait, exercer sa vertu le mieux possible. Et donc, on pourrait dire, le courage, ça se situe entre les deux, et c'est seulement à partir d'entraînement, à partir d'exercices répétés, que l'on peut savoir comment placer ce curseur. Alors on pourrait trouver un autre exemple, parce que c'est vrai que le courage, c'est l'exemple qui est toujours utilisé, mais on pourrait penser par exemple à la générosité. La générosité, c'est le juste milieu entre deux autres excès, on va dire prodigalité, c'est-à-dire vraiment le fait de tout donner, et une fois qu'on a tout donné, c'est bien, mais on ne peut plus être généreux puisqu'il ne nous reste plus rien. Et puis de l'autre côté, ça, c'est peut-être plus répandu, il y a l'avarice. L'avarice, c'est le fait de ne rien donner du tout. Donc vous voyez, la générosité, à force d'habitude, on peut savoir où placer le curseur. Ni trop peu, ni trop. Et donc sur ce, on en a terminé avec ces deux grands concepts d'Aristote. Alors, il y en aurait vraiment des tas, puisque Aristote, il a écrit énormément, il y a beaucoup d'ouvrages d'Aristote. Il y a une très très grande partie d'Aristote aussi qui concerne la logique. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet, puisque la logique d'Aristote, elle est très très importante, et elle a duré pendant vraiment très très longtemps sans qu'elle ne soit du tout contestée. C'est que assez récemment, finalement, dans l'histoire de l'humanité,
qu'on a commencé à adopter d'autres formes de logique que celle qui a été développée par Aristote. Donc ça, on pourra voir ça dans une autre vidéo. Mais voilà, pour aujourd'hui, en tout cas, on s'est intéressé un petit peu à sa doctrine, à sa théorie des 4 causes, qui est très très importante. Et puis comme on l'a vu, qui a eu une influence aussi en théologie. Et puis aussi, on a pu voir le principe essentiel de sa philosophie éthique, qui est la recherche du bonheur, et pour accéder à ce bonheur, l'exercice de la vertu qui ne peut être atteinte que par l'exercice, que par la répétition, et qu'en trouvant en fait ce juste milieu qui est si important pour Aristote. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça vous donnera envie d'étudier Aristote. Si la lecture d'Aristote, ça vous intéresse en particulier, je vous conseille de lire, on va dire le plus accessible, c'est l'Éthique à Nicomaque. Ça concerne justement, c'est dans le nom, sa partie éthique, mais c'est une lecture qui est assez intéressante. Et puis j'ai aussi d'autres petites vidéos qui concernent la philosophie d'Aristote. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller les regarder. Et puis en attendant, portez-vous bien, et je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.